Alors, bienvenue tout le monde. Premièrement, juste dire d'emblée que la rencontre qu'on a aujourd'hui avec vous, c'est vraiment pour vous expliquer le processus qui a mené au choix, dans le fond, des bacs bruns. Donc, c'est pour ça ici qu'on est aujourd'hui. On veut expliquer à la population en général exactement tout le processus et les argumentaires du pourquoi. Donc, on va commencer. Premièrement, pourquoi le bac brun? Il faut commencer par se dire qu'il y a une loi, la loi sur la qualité de l'environnement au Québec, qui oblige les municipalités à traiter les matières organiques, donc à les enlever des sites d'enfouissement pour les traiter. Plusieurs méthodes peuvent être faites. Nous, ici à Saguenay, on a choisi le bac brun, mais c'est important de dire que dès 2016, la Ville s'est dotée d'un plan de gestion des matières résiduelles qui nous a permis de nous donner une stratégie pour se dire, nous allons les traiter. Et ça a été approuvé par le ministère des Affaires municipales, donc ça nous a permis de se dire que voilà, on a un plan devant nous pour les 5 prochaines années. Dans le plan des matières, dans le plan de gestion des matières résiduelles, on n'avait pas tout le processus on vous présenter aujourd'hui, mais ce processus-là, c'est le processus à l'interne qui nous a menés. Donc, premièrement, on a 2 éléments. Il y a la collecte et il y a le traitement. Concernant la collecte, bien sûr, on a eu des analyses préliminaires qui, déjà depuis 2 ans, ont été mises en branle. Ces analyses-là nous ont mené à des consultations publiques à l'hiver dernier et au printemps dernier, autant pour la collecte et pour le traitement. Concernant le traitement, je vais juste tout de suite le mettre de côté. Le traitement, on est toujours en analyse complémentaire suite aux consultations qu'on a fait cet hiver et prochainement, on aura plus de dénouement là-dessus. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le côté de la collecte. Suite aux consultations publiques, on a refait nos devoirs, donc on a refait des analyses. Il y a eu énormément aussi de mémoires et de commentaires qu'on a reçus de la population et on a changé certains éléments pour s'adapter à ces commentaires-là. Ensuite de ça, on a fait une analyse de la gestion des risques. Donc, cette analyse-là, cette grille d'analyse-là nous a permis à la Commission du développement durable et de l'environnement d'arriver avec des choix et également avec des arguments pour dire pourquoi une façon ou une autre était la mieux pour nous. On a ensuite fait une recommandation au Conseil de Ville et le Conseil de Ville a accepté cette recommandation-là qui nous a mené vers un règlement d'emprunt qui vient d'être adopté au Conseil de Ville. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, dans les délais, on a jusqu'en septembre 2019 pour présenter au ministère de l'Environnement notre plan. Donc, comment on va fonctionner pour faire la collecte et le traitement. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas prêt encore à présenter parce qu'on a tout l'élément du traitement à terminer, mais il va falloir faire une demande conjointe d'ici septembre 2019. Alors, quand même, le temps est quand même assez court devant nous parce qu'il faut savoir qu'à chaque année, depuis cette année, et même l'année dernière, on commence à perdre des redevances et on commence à perdre des subventions du gouvernement, ce qui fait en sorte que plus on va attendre pour la mise en œuvre, qui, selon la loi actuelle, nous permet d'aller jusqu'en 2020, mais une extension jusqu'en 2022. Donc, d'ici 2022, on va quand même chaque année perdre des montants d'argent puisqu'on n'est pas encore en opération pour la collecte et le traitement. Donc, il y a 3 objectifs importants pour la collecte des matières organiques. La première, c'est s'assurer de la qualité du compost. On veut avoir une qualité A ou une qualité supérieure puisqu'on veut réutiliser ce compost-là pour les champs, mais également pour la population. Et on ne veut surtout pas être pris avec du compost comme certaines municipalités ou certaines MRC ont été pris, ou même ailleurs dans le monde, en faisant des composts de qualité hors norme ou de qualité C, qui faisaient en sorte que le compost restait finalement dans des montagnes et ne pouvait pas être réutilisé. Et même dans ce cas-là, on perdait, si on veut, les quantités détournées des sites d'enfouissement. Il y a également aussi de réduire au maximum le coût pour les citoyens. Donc, on veut que ça coûte le moins cher possible au niveau du compte de taxes. Et pour ça, dans les analyses qu'on a faites, qu'on va vous présenter maintenant, vous allez voir les différentes options et les coûts associés. Puis, finalement, une autre chose qui est très importante et qui est en lien avec la loi sur la qualité de l'environnement, c'est réduire l'impact environnemental. Donc, autant en réduisant ce qui va aller dans les sites d'enfouissement, mais également aussi en s'assurant que la méthode qu'on va utiliser va être la moins polluante possible. Donc, à partir des prémices de base que Simon-Olivier Côté vient de vous présenter, on a regardé 3 modes de collecte, le vrac, le sac et le bac.
Ces trois méthodes qui sont disponibles aujourd'hui, qui n'étaient pas disponibles il y a de ça quelques années déjà. Donc, en 2015, l'aspect du sac n'était pas encore sur le radar ou dans les options que les municipalités avaient. Donc, on a analysé les trois scénarios. Comme M. Côté l'a mentionné, l'objectif étant de recycler le maximum les matières organiques aux champs et chez les citoyens. On a dû travailler dès les premières minutes à trouver quelle serait la technique ou la façon de faire qui nous permettrait d'atteindre ce très haut niveau de qualité. Le vrac, c'est une méthode qu'on appelle le traitement mécano-biologique qui permet de récupérer l'ensemble du bac noir et de séparer les matières. Ce traitement-là est utilisé en Europe depuis plusieurs décennies et depuis 2014, l'ADEME, qui est l'équivalent de l'EPA, mais en Europe, met en garde toutes les municipalités, les communes, comme quoi cette méthode ne permet pas de faire de la qualité et que même après traitement, ils pourraient se retrouver avec des matières qui devraient enfouir et ou incinérer. L'incinération au Québec étant un peu moins à la mode, on doit faire attention donc à ces aspects-là. On ne peut pas se permettre de faire du vrac, du compost hors norme, hors qualité. Le bac, le sac nous permettent probablement, pour le sac, de faire une qualité A. Le risque qu'on a, parce qu'il est encore là, c'est qu'on se retrouve avec des petits morceaux de plastique à l'intérieur du compost après le traitement. Mais quand même, bien qu'il y ait un risque, il n'était pas suffisant pour le mettre de côté lors de l'analyse de risque. Le bac, c'est une technique qui est utilisée par plusieurs centaines de municipalités au Québec. C'est éprouvé. On est capable de faire du compost de qualité A, donc les risques associés étaient réduits à son minimum. Donc, on a vraiment travaillé puis, autre point, c'est si on ne recycle pas les matières après traitement, on n'est pas accessible à la subvention. Donc, si on fait du vrac, faire attention, c'est une des obligations gouvernementales associées au programme de financement, à savoir, donc, le recyclage au champ, le recyclage des matières organiques est obligatoire. Donc, ce qu'on a fait, on a vraiment adressé la situation de plus en profondeur pour les aspects de sac et de bac. Et on a fait les coûts, on a fait l'analyse des coûts. Et comme vous voyez, on se retrouve avec un coût qui est moindre pour ce qui est des bacs comparé aux sacs de façon assez importante. Donc, on y va pour le coût d'acquisition est un peu plus... on parle de 7 $ par unité d'occupation. Le sac, pourquoi il est un peu plus cher? C'est parce que le système robotisé, automatisé de séparation des sacs coûte un petit peu plus cher, mais c'est pas... ça reste encore dans les mêmes ordres de grandeur, considérant qu'après ça, les coûts de collecte, ils viennent être réduits d'autant. On prend la même collecte qu'on a actuellement. Et pour ce qui est du pré-traitement, le pré-traitement, c'est pour le bac, c'est l'utilisation d'un tamis rotatif pour enlever les grosses matières. Là, on parle des gros cailloux, des tuyaux d'arrosage ou des matières qui ne devraient pas aller dans le bac, mais qui sont mis par mégarde par les citoyens. Pour ce qui est du sac, le pré-traitement, c'est le système automatisé, donc de robotisation et le tamis aussi associé pour ouvrir les sacs. Donc, par année, on parle d'une différence d'environ 4 $ par unité d'occupation, soit pour un total sur 15 ans de plus de 4 millions d'économies associées à l'utilisation du bac. Il faut penser que le sac, il y a des coûts importants associés à la fourniture des sacs qui, année après année, on doit fournir plusieurs millions de sacs. C'est plus de 11 millions de sacs qu'on doit fournir à nos citoyens année après année. Le fait de livrer des sacs, il y a aussi des coûts de livraison, de distribution, et donc on doit les tenir aussi en compte ici.
Autre point qui est arrivé, suivant nos consultations en mars, on n'avait pas encore reçu les nouveaux camions de notre adjudicateur pour la récupération des déchets. Les nouveaux camions de la compagnie Matrec sont arrivés quelque part en fin mars, début avril, donc après nos consultations. Et quand on dit qu'on a fait des études supplémentaires ou additionnelles, c'est de tenir en compte la qualité, le type de camion qui est utilisé. Pour le bac, ce qu'on voit aujourd'hui dans les déchets, c'est l'utilisation d'un camion qu'on appelle le Rotopack. Donc, de façon, depuis les 20 dernières années, la façon de ramasser les déchets, c'était de les mettre dans une cavité. Donc, on prend le bac, on le lève, on le met à l'intérieur du camion et de façon hydraulique, on venait pousser les sacs et les déchets qu'on récupérait. Puis, arrivé au site d'enfouissement, on ouvrait la porte arrière et on laissait tomber ce qu'on avait récolté chez les citoyens. Est arrivée une compagnie en 2006-2008 qui a amené des développements. Et aujourd'hui, le camion qui est utilisé par Matrec, c'est la Xème génération. Vous m'excuserez, je n'ai pas c'est quelle version, mais c'est la dernière version d'un système qui s'appelle le Rotopack. C'est une vis sans fin qui vient compacter les déchets et ça permet de maximiser le poids des matières transportées au site d'enfouissement. Donc, normalement, anciennement, la technologie utilisée nous permettait de transporter entre 6 et 7 tonnes dans un camion. Et on arrivait au site d'enfouissement, on laissait les 6-7 tonnes tomber puis aller à l'enfouissement. La technologie utilisée, le Rotopack, permet à l'adjudicateur de mettre jusqu'à 13, des fois même 14 tonnes à l'intérieur. Donc, mettons un chiffre, 13, c'est près du double des quantités qu'on peut penser à mettre dans l'ancienne technologie. Donc, au lieu d'avoir 2 camions qui partent d'ici, qui s'en vont à Iberville Station, on a juste un. Donc, il y a une économie associée à ça, mais aussi une économie pour l'adjudicateur. Maintenant, côté environnement, donc, on l'a dit, pour la qualité, on a fait nos choix. Pour le coût, on fait un choix. Et là, on parle maintenant du bac. Un bac, ça demande environ, c'est pas environ, c'est le poids d'un bac de 240 litres, c'est 15 kilos. Ce 15 kilos-là est composé de polyéthylène, donc un plastique qui est un hydrocarbure. Et on a besoin d'un. On a écrit 15 ans parce que c'est pas mal, c'est sur là-dessus qu'on a fait nos études, mais il y a des bacs qui ont plus de 25 ans qui sont encore en fonction là, un peu partout au Québec. Pour les sacs, un sac, ça pèse environ 10 grammes. On a besoin de 3 par unité d'occupation par semaine et 52 semaines par année pendant 15 ans. Donc, on se retrouve avec un besoin de 24 kilos de plastique. Que ce soit un plastique, un polyéthylène, donc la même famille que les plastiques qui composent les bacs bruns, ou que ce soit un plastique végétal, donc l'acide polylactique que je vous ai parlé au préalable, j'ai quand même besoin de plastique, de ressources pour près de 24 kilos. Donc, chaque maison a besoin de 2340 sacs. Donc, vous pourrez faire les calculs, vous allez arriver à la même chose. Et ça, c'est sur des sacs qui ne sont pas très, très épais. On pourrait les épaissir plus pour essayer de voir si on serait capable de passer au travers du Rotopack. Mais ça, c'est des sacs qui sont standards disponibles sur le marché. Je l'ai mentionné, on a besoin de plus de 11 millions de sacs par année. Je ne sais pas si vous êtes au fait, mais il y a une tendance mondiale présentement sur bannir l'utilisation des films plastiques à usage unique. Donc, les pailles sont enlevées dans des magasins, des restaurants, un peu partout. On veut le G7 la semaine dernière à Nouvelle-Écosse. Les ministres de l'Environnement veulent avoir une vision sur 2026 pour bannir certains plastiques. Donc, on serait un peu à contre-courant là, aussi selon les grandes tendances mondiales. Donc, on a besoin de 1,6 fois moins de plastique, donc de ressources pour faire le même travail de récupération de la troisième voie. Alors, on voit bien pourquoi qu'on a décidé de choisir le bac brun à Saguenay. Oui, il y a la question de la loi qui est très importante, donc il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que Ville de Saguenay veut avoir un bac brun ou veut faire la récupération, la collecte des matières organiques, mais c'est parce que c'est une loi.
Il faut savoir aussi qu'il y a 380 villes au Québec qui déjà utilisent le bac brun, donc depuis plusieurs années pour certaines. Donc, c'est pas nouveau. Et nous, on doit aller de l'avant parce que, comme je vous disais, il y a des éléments économiques très importants par rapport à des subventions ou par rapport à des redevances que la ville peut avoir. Également, pourquoi qu'on a choisi le bac brun? Bien, il y a la question de la qualité au niveau du compost. On veut avoir un compost qu'on va être capable de réutiliser. Il y a également des économies. Et dans les économies, quand on parle de 4,2 millions en 15 ans, on ne prend pas en considération que si on allait vers le sac, hein, la collecte en sac, l'impact que peut avoir la question des rotopacks, la question également aussi du risque technologique qui était associé, parce que ce risque-là, on ne le connaît pas malheureusement. Et le bac brun, lui, ne compose aucun risque. On veut également, comme disait mon collègue Denis, on veut utiliser le moins possible de plastique. Je pense que c'est une volonté mondiale et on veut rentrer dans cette volonté-là. Donc, c'est après un processus d'analyse qui est complet qu'on a fait, suite à l'écoute aussi qu'on a faite des citoyens au niveau des consultations, mais également aussi dernièrement dans le mois d'août, quand il y a eu beaucoup de discussions par rapport au projet là, de règlement d'emprunt. Donc, on a consulté les citoyens. En passant, on est la seule ville au Québec qui a consulté leurs citoyens pour faire le choix du bac brun et le choix, en fait, de la manière qu'on voulait le faire. On est très content d'avoir fait des consultations. On est content d'avoir eu des échanges avec les citoyens. Puis maintenant, on livre la solution qu'on a avec les arguments. Si jamais vous avez d'autres questions, on est disponible pour vous à l'instant. Puis si jamais la population a encore des questions, faites comme vous avez fait dans les 8 derniers mois. N'hésitez pas à écrire des courriels. On va répondre à chacun des messages qu'on va avoir reçus. Ça va nous faire plaisir. Merci. Les coûts qu'on vous a présentés ici, que M. Bernier vous a présentés, c'est vraiment relié à la collecte. OK? Donc, tout à fait. Comme on avait dit dans les consultations, nos analyses préliminaires faisaient en sorte que la globalité du processus était environ 50 à 60 $. Donc, on a déjà une idée de 26 $ pour la collecte. Maintenant, pour tout ce qui est du traitement, on ne peut pas vous donner d'informations maintenant parce qu'on est toujours en analyse. Puis, la technologie change vite, donc on se tient vraiment à jour là, à chaque mois pour s'assurer. Puis, c'est pour ça que notre choix est un peu plus long que prévu parce qu'on veut vraiment prendre toutes les informations nécessaires de qu'est-ce qui se passe à travers le monde par rapport aux différents choix, que ce soit le compostage ouvert, compostage fermé ou la biométhanisation? La réponse est oui. Pourquoi? Il faut penser que les sacs qu'on va fournir, qu'on fournirait, ça aurait été des sacs de cuisine. Donc, la même grosseur qu'on trouve pour les petits bacs qu'on va fournir avec le bac. Et donc, ce petit sac-là, on met les résistants de cuisine et on prend le sac et on va le mettre en même temps que les déchets à l'extérieur. Le bac brun, ce que ça va apporter, c'est qu'on va pouvoir mettre les résidus verts à l'intérieur. Donc, on va avoir plus de matière. Donc, c'est le même effort, c'est le tri à la source, c'est dans le même petit sac que tu mets dehors. Au lieu de le mettre dans la poubelle noire, tu le mets dans la poubelle brune. Et nous, on va les récupérer. Et si tu as des rognures de gazon, normalement, on devrait faire de l'herbicyclage, mais il y en a qui en ont trop grand. Bon, ils trouvent qu'il est trop long, ils pourraient le mettre dans le bac brun. Même chose pour le désherbage puis les feuilles. Si on était capable d'extraire 100% de la matière organique, on pourrait penser à ça. Et ce n'est pas le cas. Présentement, on parle d'un taux de récupération qui est similaire au tri à la source. Puis il y a deux éléments là-dedans aussi, c'est que le vrac, après, si tu n'es pas capable de faire une qualité, tu es pris avec. Donc, il n'y a pas de débouché, il n'y a personne qui va l'acheter, il n'y a personne qui va pouvoir l'utiliser, on ne pourra pas le remettre au champ. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec? C'est soit aller le redonner à l'enfouissement. Donc, finalement, au bout du compte, on va réenfouir qu'est-ce qu'on va avoir fait. Et donc, au bout du compte, on n'aura pas le résultat escompté. Puis une autre chose, quand tu parlais tout à l'heure là, de qu'est-ce que les gens vont pouvoir participer le mieux, entre le sac et le bac, le tri à la source est le même. Donc, l'effort du citoyen pour dire je prends mes résidus, je les mets dans un sac ou je les mets dans un petit bac pour aller les mettre dans le bac ou dans soit le bac brun ou dans le bac noir, l'effort est le même. Oui, il y a peut-être un effort de plus de prendre le bac puis l'amener au bout du chemin, c'est vrai. Par contre, écoutez, quand on est arrivé avec le bac bleu, il y a eu de la réticence pendant quelques années, puis à un moment donné, je veux dire, les gens se sont habitués, puis maintenant, je veux dire, on n'entend plus parler de ces problématiques-là. Puis dernière chose aussi, par rapport au sac versus le bac, Denis, tu parlais des différents, les résidus verts qu'on peut mettre dedans, mais également, imagine, essaie de mettre une boîte de carton de pizza dans ton sac.
On sait que ça se recycle, ça se composte, mais également énormément d'autres objets plus grands, disons, qui peuvent aller dans le bac brun, mais qu'en ayant un sac, je veux dire, tu ne rentreras pas dans ton sac, là, on s'entend. Donc, ça va nous permettre de faire une participation probablement plus grande, parce que tout ce qui est papier souillé, tout ce qui est carton souillé peut aller dans le bac brun. Bien, écoutez, on va répondre à la même question qu'on a répondu quand le bac bleu est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas utilisé pendant plusieurs années. Puis maintenant, écoutez, c'est rare qu'on passe dans une rue puis que le bac bleu n'est pas à l'extérieur. Je pense que c'est une question d'éducation, c'est une question de long terme, c'est une question de sensibilisation. Il faut s'entendre que plus les gens vont participer, moins ça va coûter cher. Puis on le sait, on a un exemple à Lévis, par exemple. La gestion des matières résiduelles en général a réduit depuis qu'ils ont le compost parce que ça leur coûte moins cher de faire le traitement du compostage que de faire l'enfouissement dans un centre d'enfouissement. Donc, ce qu'on va faire, c'est de l'éducation puis de la sensibilisation. Je pense que c'est le moyen. Si les gens ne le veulent pas, bien, écoutez, ils le mettront en arrière de chez eux, puis à un moment donné, quand ils seront prêts, ils pourront le sortir. Dans les critères du programme de financement, il y a des obligations. Donc, on doit desservir plus de 70% du territoire. Et les paiements sont sur... il y a 5 paiements et les 2 derniers sont en fonction du taux de récupération. Donc, comme on s'attend à avoir le maximum de la subvention, bien, on va faire les efforts de communication puis de sensibilisation pour avoir une participation optimale des citoyens. Écoutez, en partie, c'est vrai. Je pense que lorsqu'on a fini les consultations, on n'était pas prêt à digérer l'information puis la présenter. Et suite à ça, il y a eu le règlement d'emprunt qui a été déposé. Donc, c'est sûr qu'à travers ce temps-là, oui, peut-être qu'on aurait dû à un moment donné sortir pour donner un peu plus d'informations, mais encore là, écoutez, c'est les communications, vous savez c'est quoi, hein? C'est toujours compliqué. Quand est-ce qu'on fait le choix de dire les bonnes informations? Malheureusement, oui, on l'a peut-être on a oublié omis de certaines informations. Aujourd'hui, c'est important pour nous de remettre les informations comme il faut parce qu'il y a eu trop d'informations de tous les côtés qui sont sorties. On pense qu'avec la présentation d'aujourd'hui, avec les chiffres que vous avez, avec les argumentaires que vous avez, on pense que maintenant, on peut rectifier un peu le discours qu'il y a eu dans les derniers mois. Et je tiens à souligner que on n'a fait aucune étude complémentaire pour vous présenter ces données-là. C'est des données qu'on avait toutes en main et donc on a juste pris le temps de les mettre en forme, c'est tout. Je voudrais vous dire, premièrement, avant de parler de ces petites machines-là, que tout le déploiement, le déploiement, là, c'est pas demain matin, c'est pas en 2019, ça va être en 2020 où on va faire le déploiement des bacs, qu'on va faire le déploiement de la collecte. À partir de ce moment-là, on a quand même 1 an et demi, presque 2 ans devant nous pour être capable de monter tout ça parce que demain matin, là, on n'est pas prêt à acheter des bacs puis on n'est pas prêt à les donner aux gens. On sait beaucoup d'éléments. On sait que les gens vont avoir un petit bac à la maison avec des sacs comme ça qu'ils vont pouvoir se procurer pour mettre leur matière et le déposer dans le bac. Les bacs, en effet, c'est des bacs de 240 et on peut vous dire, avec l'analyse qu'on a eue puis la participation des médias lors de la consultation, que les gens voulaient conserver la collecte des ordures assez fréquentes. Donc, on a ajusté. La fréquence va être environ de 26 collectes pour chacun des bacs. Donc, 26 collectes pour le bac bleu, 26 collectes pour le bac noir ou le bac à ordures, donc environ 2 semaines pour les deux-là. Et pour les matières organiques, le bac brun, ça va être modulé toutes les semaines durant l'été, puis en hiver, ça va être aux 2 semaines, ce qui va nous permettre d'avoir, dans un total, là, si on prend la collecte du bleu et des ordures aujourd'hui versus qu'est-ce qu'il va y avoir avec un bac brun, c'est 13 collectes de plus qu'il va y avoir dans le fond, dans nos rues. Puis, pour être sûr, c'est que l'information, aujourd'hui, on donne de l'information sur l'argumentaire du pourquoi on a choisi le bac brun. Mais toute la mise en œuvre, toute la sensibilisation, le pourquoi, ça va commencer dès maintenant. Il va y avoir de plus en plus des capsules qui vont être faites. On va informer les gens. Et oui, en effet, il faut mieux informer les gens sur le pourquoi qu'on doit le faire. Parce que c'est pas une décision de se dire, dans un bureau, on a décidé de mettre des bacs bruns. Ça va au-delà de ça. Et c'est une question de la loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec.
Donc, vous avez raison. Donc, l'essence même, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Un des plus grands générateurs d'équivalent CO2, c'est le méthane qui sort des sites d'enfouissement au Québec. Et c'est la raison principale qui sous-tend le bannissement des matières organiques dans les sites d'enfouissement en décembre 2020. Et pour l'instant, l'information sur l'argumentaire du pourquoi on a choisi le bac, c'est tout sur le site Internet de la Ville. Donc, vous pouvez voir le site Internet qu'on vous a laissé. Quand ça va être le temps de faire le déploiement pour savoir comment les gens comment ça va fonctionner, qu'est-ce qui va être accepté et tout, il va y avoir des capsules qui vont être faites, il va y avoir des fascicules qui vont être envoyés à chaque porte, il va y avoir de l'information qui va être faite vraiment là, at large. Donc, vraiment, là, tout le monde va être bien informé parce que une des prémices de base, c'est qu'on veut que le plus de monde participe, on veut que le plus de monde prennent leur matière organique, les mettent dans le bac brun pour qu'on en enfouille le moins possible et que finalement, ça coûte pas rien qu'une question que ça coûte le moins cher, mais que ça coûte le moins cher, qu'il y ait de moins d'impact sur l'environnement, puis éventuellement qu'on ait un compost de bonne qualité. Difficile à croire cet aspect-là. Il faut comprendre que le traitement mécano-biologique, pour ce qui est l'aspect, vous avez appelé gazon savard, mais c'est vraiment le terme, c'est traitement mécano-biologique. C'est une technique qui a des décennies d'expérience en Europe et ils sont encore en train de faire un projet pilote parce qu'ils ne sont pas sûrs de la qualité du compost. Fait que vous comprendrez que je pense pas qu'on va être capable de faire un compost de qualité A à partir de cette approche-là. Et il n'y a pas d'écrit scientifique aujourd'hui, partout dans le monde, qui nous permet de croire ça. Parce que faut penser que le traitement mécano-biologique permet d'être complémentaire aux activités de tri à la source. Dans le meilleur des mondes, si tout le monde participe, puis tout ça, on se retrouve au Québec avec des villes comme Victoriaville ou Lévis, que ça fait plusieurs années qu'ils font du tri à la source avec des bacs bruns, et il y a encore 30 à 40 de matière organique qu'on retrouve dans le bac vert ou le bac noir, là, ça dépend de la couleur que vous avez chez vous. Et cette matière-là, le gouvernement a dit, nous bannissons l'enfouissement des matières organiques. Donc, le travail, c'est pour aller chercher cette fraction-là pour s'assurer de respecter les obligations gouvernementales. Okay? Donc, l'approche, elle pourrait être bonne, mais de façon complémentaire au tri à la source. La Ville participe au projet pilote. Et on a fait venir des déchets de Lévis pour faire des tests, pour voir combien qu'on est capable d'en sortir. La Ville paye pour ça. C'est à la demande de la Ville, parce que le projet pilote du CRIC, dont Gazon Savard est l'opérateur, n'incluait pas cette version-là. Nous, on a dit, on va embarquer, mais à une condition. On va aller dans un endroit où on récupère déjà en 3 voies. On va prendre le déchet qui reste, parce que quand j'ouvre mon pot de spaghetti, puis je fais « Ah, fudge, il est rendu vert », je ne le verse pas dans mon bac brun, je vais le mettre aux poubelles. C'est un réflexe normal. Tu ouvres ta crème sure, tu fais « Oh, ça fait déjà un mois, ça va être assez. » Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans la poubelle. Mais comment qu'on fait après ça? On prend une approche de traitement mécano-biologique, on s'assure d'extraire ces matières organiques-là parce qu'on a l'obligation gouvernementale. Comment on fait ça? Le traitement mécano-biologique. Donc, c'est très utile ce qu'ils font, mais non, ça ne fait pas de qualité. Et donc, on va se retrouver avec un compost de qualité 2 ou B ou peu importe, et on va l'utiliser pour restaurer des sites dégradés. On a sur notre territoire des carrières sablières ou des sites de résidus miniers qui auraient avantage à avoir de la matière organique.